Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la catégorie informatique du passé. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo là-dessus, mais cette fois-ci je voulais vous parler des processeurs en cartouche. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce genre de processeur? Eh bien tout simplement parce que quelqu'un m'en a envoyé quelques-uns, donc ça me permet d'avoir une collection, disons, plus ou moins complète, en tout cas au moins exhaustive, pour vous présenter ce type de processeur. Alors la personne qui m'a envoyé ça, je sais plus qui c'est. Alors parce que ça fait un moment que je suis que j'ai besoin de faire cette vidéo, et malheureusement j'ai complètement oublié, et le système de messages privés de YouTube est tellement foireux que pour retrouver la personne qui m'a envoyé ça, c'est juste mission impossible parmi les 400 ou je sais pas quoi MP que j'ai reçus depuis ce temps-là. Alors du coup, la personne va se dénoncer, je l'espère, dans les commentaires, et j'ajouterai son nom à la description. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ce genre de processeur, si vous êtes assez, j'allais dire récent, enfin je veux dire, si vous êtes assez jeune, si vous êtes de modèle de 98 ou suivant, dans donc si vous êtes assez jeune, vous connaissez certainement pas ce genre de processeur, parce que ce genre de processeur, eh bien, c'était à l'époque des Pentium 2, donc ça commence bien à dater, c'est-à-dire entre 98 et 2001, entre guillemets, enfin à peu près, ça c'est peut-être plus court que ça, enfin c'est vraiment de tête, peut-être même que ça a commencé en 97. Alors mes vidéos ont pas vocation à être Wikipédia, hein, donc regardez sur Wikipédia si vous voulez des informations précises. Ce que je veux vous dire, c'est bien entendu ce que je me rappelle de ces processeurs. Donc comme vous le voyez, ils fonctionnent dans des espèces de grosses cartouches, c'est pour ça que je les appelle comme ça. Donc ce sont des espèces de gros blocs comme ça, où vous voyez que le radiateur est soudé pratiquement, enfin en tout cas est fixé d'une manière très solide, et fourni par Intel, et là à cette époque-là on n'avait pas tellement tendance à les enlever, pour des raisons de là ce coup-ci, celui-là il est carrément rifté, c'est un modèle de chez IBM, de Pentium 2 donc c'est un Pentium 2 comme n'importe quel Pentium 2, hein, c'est juste que c'est IBM qui l'a fourni dans ses ordinateurs, et donc ils ont mis leur propre système de refroidissement à eux. Vous voyez que c'est complètement passif, la grande majorité des Pentium 2 le sont, ils chauffent pas beaucoup. Et comme vous le voyez, le radiateur est relativement volumineux pour une machine de l'époque. Donc comme vous pouvez le constater, ça prend de la place. Ça c'est vraiment le processeur en entier. On peut considérer ça comme le processeur, même si c'est juste une plaque sans le radiateur si vous enlevez toute la partie métal et plastique que vous avez là-dedans. Donc vous voyez que ça utilise une sorte de gros connecteur de ce type-là, qui pourrait faire penser à un port ISA ou à un port PCI, voire même simplement un slow RAM. Et donc c'est un peu le même système. Vous voyez que vous avez cette espèce de grosse prise sur la carte mère qui avait tendance à avoir un avantage, c'est qu'elle prenait pas beaucoup de place sur la carte mère, comme empreinte sur la carte mère c'était vraiment très faible, contrairement à la majorité des processeurs qui ont un socket, c'est-à-dire en gros cette espèce de grosse prise dans laquelle on le met, eh bien ça prend moins de surface en gros tout simplement, donc ça permet de mettre plus de composants, faire des cartes mères plus petites, ce genre de truc, tout en ne sacrifiant pas sur la configuration, sur ce qui est fourni dedans. Donc vous voyez que vous avez ces espèces d'attaches qui permettent en gros de solidariser le processeur à la carte mère, bien le tenir. Vous voyez qu'il y a deux trous ici qui permettent en gros de le clipser dedans, et pour le mettre c'est tout aussi bête que ça, hein. Hop, vous le glissez dedans. Enfin, vous glissez bien comme il faut, c'est pas forcément si simple, voilà. Ensuite, vous appuyez dessus et vous avez deux espèces de fixations qui permettent de le garder tout simplement en place. Donc, ce genre de processeur a pas duré que pendant la période Pentium 2. Vous voyez, ça c'est vraiment le premier à avoir eu ce format-là. Ensuite, il y a eu les Pentium 3 qui ont continué à avoir ce truc-là, sauf qu'ils avaient généralement un ventilateur en plus et ils avaient une partie, comme vous le voyez, du plastique en moins. Enfin, c'était moins design, c'était moins joli, mais c'était exactement le même principe en fait, hein. C'était un processeur en cartouche de la même façon, avec le fameux port ici, mais les attaches ici n'étaient pas exactement les mêmes. Enfin bon, ça dépend des processeurs, etc. Mais vous voyez que les attaches sont un peu plus basses pour économiser en longueur de plastique sur ces trucs-là, et aussi pour faire chier les gens par rapport à la compatibilité, parce que vraiment c'était hyper relou. Je sais que la personne qui m'a donné pas ce processeur-là, mais un quasiment identique, fixait son processeur avec des élastiques tellement il avait pas trouvé mieux. Donc ensuite, après ce processeur-là, qui est le Pentium 3, ou plutôt pendant le Pentium 2, entre le Pentium 2 et le Pentium 3, il y avait celui-là. Alors vous vous dites, oh il est petit, etc. Oui, il manque le ventilateur ici. C'est un Celeron, en gros, un Celeron sur cartouche, ça existait en effet, mais comme je le disais dans une vidéo précédente, ça n'existe pas vraiment, parce qu'il n'y a aucun but à ce qu'il soit sur cartouche. Et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard.
Et donc ensuite, il y avait AMD qui a fait pareil. Vous voyez cette espèce d'énorme truc, c'est un Athlon première génération, format cartouche. Vous voyez que c'est exactement le même genre, c'est pas compatible avec les mêmes cartes mères bien entendu, hein. Un ventilateur sur le dessus. Vous voyez que là ils ont pas mis les grilles, disons en contact avec l'air, parce qu'en fait ils veulent pousser l'air par là et faire en sorte que ça sorte par là, comme ça l'air a plus d'emprise, etc. sur le truc, enfin en gros circule dans plus d'ailettes et donc du coup peut mieux refroidir le truc. Pour information, AMD, ça c'était le premier Athlon, et le premier Athlon c'était un processeur qui chauffait pas mal, donc c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire ce genre de truc. Au niveau du poids d'ailleurs, ça se voit, c'est énorme, c'est plus lourd que celui-là, qui n'a pas de ventilateur, et le ventilateur est plus puissant, etc., que je recherche où je l'ai foutu, voilà, que celui-là, qui a un radiateur plus petit et un ventilateur moins puissant. Et donc vous voyez un petit peu l'idée, quoi, les Athlons avec quelque chose. Donc vous voyez, hop, AMD Athlon, etc. Appelé aussi l'AMD K7, comme vous pouvez le remarquer ici, c'est le début de sa référence, en fait, tout simplement. Parce que les processeurs précédents d'AMD s'appelaient K5, K6, K6.2, K6.3. Et ensuite, à l'époque où Intel est revenu au socket, parce que comme vous l'avez remarqué très certainement, nous n'utilisons plus de processeurs en cartouche, eh bien, à une période de transition, le Pentium 3, qui était autrefois, pendant les toutes premières versions, des versions en cartouche, tout simplement, eh bien, ensuite, ils ont fini par les faire en socket, comme les Celeron, parce que c'est les Celeron qui ont inauguré le socket 370, qui est donc celui des Pentium 3, ou plutôt des Celeron à l'origine, parce que c'est eux qui l'ont inauguré, comme je le disais. Et donc l'idée c'est que tout est revenu à l'intérieur même du processeur, et pour la transition, si on voulait brancher un Celeron ou un Pentium 3 ou je ne sais pas quoi, qui s'utilisait en socket 370, eh bien il suffisait de le mettre sur une petite carte comme ça, et ensuite le mettre à l'intérieur de ce truc, hein, tout simplement, ça se clipse dedans, et mettre ensuite un joli petit radiateur, comme ce petit truc orange ici, dessus, et hop, vous avez comme ça, là, fixé un peu comme ça, vous voyez, un processeur en socket qui s'est mis en slow. Et c'est pas une mauvaise idée, ça fonctionne plutôt correctement, hein, de toute façon. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, pourquoi ont-ils inventé les processeurs en socket? En slow, je veux dire. Pourquoi sont-ils partis des processeurs qui étaient autrefois en socket, c'est-à-dire en prise plate, comme ça, comme vous l'avez vu, en surface, quoi, de cette manière-là? Et pourquoi sont-ils revenus ensuite à nouveau à ce format-là, après être passés par cette parenthèse slow, donc vous voyez, c'est ce genre de prise, comme il y a sur une carte mère socket 370, donc hop, on va le remettre. Donc l'idée derrière tout ça, c'était tout simplement qu'à une époque, il y avait ce qu'on appelle le cache L2. Alors le cache L2, c'est un truc qui une sorte de barrette mémoire pour stocker ce qui est le plus souvent utilisé dans la RAM, pour faire en sorte de ne pas avoir la pénalité de la RAM en fait. Il y a aussi le cache L1 qui est lui pour pas avoir la pénalité du cache L2, etc., etc. Et ça s'imbrique les uns dans les autres, des caches de cache de cache de cache en gros. Et donc cette mémoire cache, c'est de la mémoire en gros qui, comme je le disais, contient un miroir de ce qui a été utilisé récemment dans la RAM. Et hop, ça se stocke là-dedans, comme ça c'est plus rapide. Et une fraction encore de ça est stockée dans le cache L1 qui est lui aussi encore plus rapide. Et le processeur accède donc au cache L1. S'il n'y a pas ce qu'il veut dans le cache L1, il va dans le cache L2. Si dans le cache L2, il n'y a pas ce qu'il veut, il va dans la RAM. Et donc il le prend dans la RAM, il copie dans le cache L2, il copie dans le cache L1. Et ensuite, si le cache L1 a besoin d'un autre truc, ça efface ce qui était dedans. Mais le cache L2, comme il est plus gros, il contient plus. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que, disons que ce qui a été dans le cache L1 a été effacé, il regarde dans le cache L1, il est pas là, il est dans le cache L2, hop, il recopie dedans, etc. Et ça fait comme ça, ce genre de saut, etc., de ping-pong entre les différents stockages RAM, entre guillemets. Et au final, on a de meilleures performances. Le truc, c'est que le cache L2, ça prend beaucoup de place sur le processeur lui-même, et donc ça coûte cher. Parce que vous voyez la puce du processeur, ce qu'on appelle le die, c'est-à-dire cette petite chose, plus elle est grosse, plus elle coûte cher à fabriquer. Donc si on met le cache L2 à l'intérieur même de ce truc-là, avec le cache L1, parce que le cache L1 est déjà intégré à ce truc-là depuis je sais plus quel processeur, enfin en tout cas ça date, eh bien si on met le cache L2 en plus du cache L1 dedans, ça ferait le processeur serait 2 fois plus gros presque. Donc ça serait énorme.
Enfin, pas 2 fois plus gros que le Pentium 3, parce que le Pentium 3 lui-même contient le cache L2 directement dedans. Mais en tout cas, à l'époque où ils ont inventé le Pentium 2, c'était pas faisable, en tout cas c'était trop cher. Ils avaient inventé le Pentium Pro, qui était une version du Pentium 2, entre guillemets, enfin pas vraiment du Pentium 2, mais plutôt un processeur pour serveur, entre guillemets, hein, bien entendu. Il y a bien les petits guillemets toujours ici, parce que beaucoup de gens s'en servaient pour d'autres raisons que ça, parce que c'était un processeur extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Le Pentium Pro contenait directement le cache L2, dans le processeur, mais en fait sur une puce supplémentaire. Donc vous avez un die et un deuxième die dessus. Et c'était un processeur qui coûtait très cher à fabriquer. Et pour une version grand public du Pentium Pro, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait le Pentium 2. Et le Pentium 2, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir le cache L2, non pas sur un deuxième die, mais carrément sur une puce séparée. Parce que un deuxième die, ça peut être considéré comme une deuxième puce, mais elles sont très proches l'une de l'autre, elles ont des liaisons directes. Dans le cadre d'une puce séparée, elles ont une liaison qui se fait beaucoup plus indirectement, et c'est pas sur le même packaging, quoi, en gros. Donc si un des deux est grillé, c'est plus facile, en gros, d'en changer l'un plutôt que l'autre. Donc l'idée avec ça, c'est d'avoir plusieurs puces, et en plus, ils ont séparé le cache L2 en plusieurs puces, en 2 puces, il me semble. Donc je vais vous démonter ce Pentium 3 pour vous montrer tout ça. Alors comment on fait pour l'ouvrir ? Voilà, cette espèce de clip qui s'en va. Tac. Voilà. Ensuite, il y a la moitié de la cartouche qui se barre là. Vous avez le Pentium 3 là. Et son radiateur ici. Faisable, démontable facilement que sur les versions officielles, hein, pas sur les versions comme, vous savez, la version d'IBM, comme je vous ai dit, qui est beaucoup plus difficile à démonter. Donc ensuite, on peut enlever cette partie-là du plastique, si on y arrive. Et voilà, j'ai enfin réussi à le démonter. Alors comme vous le voyez, 2 puces ici qui représentent le cache L2, et là, si je ne dis pas de bêtises, cette chose-là est tout simplement la puce qui gère le cache L2, parce que la gestion est pas intégrée dans le processeur est relié à cette puce, et cette puce est reliée au cache L2, et bien entendu, je ne sais pas si cette puce a d'autres fonctions, mais en tout cas, elle a au moins cette fonction-là. Donc c'est pareil dans le Pentium 2, hein, c'est exactement le même design, sauf que cette puce-là est un peu plus grosse. Ça c'est le processeur, donc si ce processeur n'avait pas de cache L2, il serait il serait très bon aussi, mais il serait pas aussi rapide. Et donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée, c'est un moyen de faire en sorte de pas intégrer le cache L2 directement dans le processeur et de baisser les coûts. Donc au bout d'un moment, et au fur et à mesure de l'évolution des technologies de gravure de micro, je sais pas quoi, par exemple des microprocesseurs, donc, enfin en gros quand ils ont amélioré ce qu'on appelle la technique de gravure, c'est-à-dire en gros, vous savez, le nombre de nanomètres dans lequel sont faits le processeur, en gros, ça c'est plus ou moins la taille des pistes, en gros, de la taille des transistors qui sont dedans, et donc en gros, plus ça c'est petit, plus ça veut dire qu'on peut en mettre par rapport à la taille du truc, et plus on a réussi donc à le miniaturiser, et en gros ces deux trucs-là n'avaient plus vraiment de raison d'être séparés, et on les a mis directement dedans parce que ça coûtait au final, après un certain temps d'amélioration des processus de fabrication, donc ces deux puces-là, ainsi que celle-là qui devient inutile parce qu'il n'y a plus besoin d'un contrôleur pour gérer les puces de plus ou moins RAM qui se mettent ici, eh bien en gros on a pu les ajouter dedans, et tout en faisant en sorte que ça coûte moins cher. Et c'est là où est devenu le Pentium 3, donc comme vous le voyez, au niveau de la taille du processeur lui-même, celui-là est carrément plus petit et contient moins de mémoire cache L2 bien entendu, mais elle est beaucoup plus rapide, et donc du coup ça compense, parce que là je sais plus combien il y en a, mais il y en a au moins le double, voire le quadruple, et donc en gros l'idée c'est que bah là vous avez le cache L2 directement dedans. Alors pourquoi c'est plus bénéfique d'en avoir plus, enfin d'en avoir moins plus rapide que plus moins rapide? C'est tout simplement parce qu'elle est significativement moins rapide. Il n'y a pas que la liaison indirecte qui baisse la vitesse du cache L2 là-dedans. Il faut aussi savoir un truc, c'est que les puces de chez Intel arrivent à avancer à des vitesses assez hautes par rapport à la concurrence à l'époque. C'est-à-dire, en gros, en fréquence, le processeur, disons un Pentium 2, pouvait aller à 400 MHz. Problème, des puces de cache, donc des puces plus ou moins de RAM, comme je le disais, qui allaient à 400 MHz, c'est quasiment impossible à trouver. Donc, l'idée, c'était de les brider plus ou moins, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de cette puce, je suppose, entre les deux. C'est parce que il y en a un d'un côté qui avance à 400 MHz, et de l'autre côté, eux, ils avancent à, je crois que c'est 1/3 de la vitesse du processeur. Donc vous voyez un petit peu l'idée, ça a été baissé significativement pour faire en sorte que les deux puissent fonctionner ensemble. Alors, bien entendu, même en bridant la moitié ou 1/3 de la vitesse
du processeur lui-même, eh bien ces puces-là vont quand même beaucoup plus rapidement que la RAM, qui elle va que à 100 MHz à l'époque, de manière, comment dire, optimiste, quoi, quand on avait de la RAM assez bonne, et en plus avait des latences qui étaient juste phénoménalement plus mauvaises, étant donné qu'ils étaient très indirectement reliés, parce que, en gros, le processeur devait passer d'abord par tout ça, tout ce bordel de cache L2, etc. Puis ensuite devait passer par ça, puis ensuite devait passer par donc ça qui permet de relier au North Bridge de la carte mère, et le North Bridge, ce qui se trouve donc ici, cette puce verte là qui est ici là, et ensuite relié à la mémoire vive. Donc ça fait beaucoup d'étapes, et donc ça fait des latences supplémentaires à chaque étape. Mais aussi un autre truc, c'est que la RAM en elle-même, vu qu'elle est en grande quantité dans un espace relativement réduit, parce que imaginons qu'avec des puces comme ça qui font 1 MO chacun, disons, eh bien, vous voulez faire 64 MO, voire 128 MO de RAM, il vous faudra des baraques de RAM gigantesques. Et donc du coup, bah c'est des puces qui négocient à une vitesse beaucoup plus faible, qui sont comment dire, c'est de la SDRAM, donc du coup c'est pas de la DDR. Ça veut dire qu'on peut pas en même temps écrire des données dedans pendant que le processeur, enfin pendant que d'un côté ça écrit et de l'autre côté ça lit. Oui, comme la DDR, ça peut aller dans les deux sens en même temps. Eh bien la SDRAM, ça ne peut pas, ça n'a qu'un seul canal. Et ce canal-là est saturé dans un sens ou dans l'autre. Donc ça doit faire d'abord une étape de lecture, une étape d'écriture, une étape de lecture. Enfin bon, bref, c'est beaucoup plus lent, alors que le cache n'avait pas ces défauts-là, bien entendu. Donc comme vous avez pu le remarquer, cette petite période début Pentium 2, début Pentium 3, c'était une technique un petit peu de débrouille pour avoir plus de performance, tout en faisant payer aussi peu cher, voire enfin à peu près le même prix qu'avant. Le truc, c'est que quand même les processeurs étaient assez chers à cette époque-là. Ils le sont toujours d'ailleurs, mais en tout cas, ils étaient vraiment chers, donc ils ont inventé le Celeron. Qu'est-ce que c'est que le Celeron ? Eh ben, l'idée derrière le Celeron, c'est tout simplement de faire un processeur comme un Pentium 2 ou un Pentium 3, mais sans le cache, sans cache du tout, juste le processeur. Donc je vais vous enlever cette goupille. Voilà, hop, tac. Et normalement, ça devrait pouvoir s'ouvrir. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un truc très très bête, en fait, mais vraiment très con. Eh bien, vous avez juste un processeur sans cache du tout dessus, et comme vous le remarquez, il ressemble fortement à un socket 370. Et c'est très simple, c'est parce que Intel prévoyait de sortir le socket 370 dès les tout premiers Celeron en cartouche comme celui-là. Donc l'idée c'était tout simplement, ben voilà, vous voyez, 98, sortir un processeur ultra bas de gamme, plus ou moins. Exactement la même chose que le Pentium 2, juste sans cache. Exactement le même. Et le problème c'est que c'est ultra lent sans cache L2. C'est absolument abominable, c'est même inutilisable pratiquement. Enfin non, pas inutilisable, mais en tout cas ça le rendait beaucoup moins bon que toute la concurrence, que ce soit dans le haut de gamme ou dans les marques genre AMD avec leur K6-2 ou des trucs comme ça, faisaient beaucoup mieux. Et donc l'idée c'était que Intel ensuite a eu cette idée de rajouter un tout petit peu de cache L2, je crois que c'était 64 KO pour commencer, à l'intérieur même du processeur. Donc ça faisait très très peu de cache L2, mais le problème c'est que c'était l'erreur à ne pas faire, parce que ça rendait le Celeron, une fois overclocké, meilleur qu'un Pentium 2 parfois, parce que c'était intégré directement au processeur. Intel a donc commencé à sortir sa plateforme 370, donc, à l'époque de ces Pentium, de ces Celeron, avec un peu de cache L2 à intégrer là-dedans. Il existait en deux modèles, ce modèle-là et le modèle pour le 370. Beaucoup de gens pensaient que le 370 allait rester une plateforme pour le bas de gamme, mais au final non. Et les Pentium 3 ont fini par revenir avec, je crois que c'était 512, non, c'était 256 KO de RAM, de RAM, enfin de cache L2 directement intégré dedans. Pourquoi je me rappelle que c'est 256, c'est parce que je viens juste de regarder en dessous, et là vous avez le nombre, 256 KO ici. Donc l'idée c'était tout bêtement de rajouter le même avantage qu'avait le Pentium, le Celeron dans le Pentium 3, ensuite, après avoir sorti leur Pentium 3 en cartouche, et après avoir permis de faire en sorte que ça coûte suffisamment peu cher, de rajouter 256 KO de cache L2, et comme vous avez pu le remarquer, ça a surpassé largement le Pentium 2 et le Pentium 3 en cartouche, donc du coup, le système en cartouche a progressivement disparu et on est revenu au socket, totalement au socket, sans en gros, sans concurrence, en gros, seulement le socket. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien à ajouter sur ce principe. En tout cas, comme vous le voyez, petite parenthèse dans la vie des processeurs, entre 98 et, comme je le disais, 2001, mais ça doit être pas vraiment 2001, ça doit être le début des années 2000, enfin, en tout cas, la fin de la commercialisation des derniers Pentium 3 en cartouche, je sais plus exactement quand c'est, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là, quoi, 2001 environ. Donc
Donc c'est vraiment des processeurs qui étaient pas mal pour l'époque, mais parce que ce concept était ingénieux, tout en étant certes assez risible, hein, comme vous avez pu le remarquer, c'est vrai, ça sent vraiment la grosse bidouille, mais sinon c'est une idée, hein, c'est vraiment une idée sympathique, et comme vous le voyez, ça vous montre un petit peu l'ingéniosité qu'il y avait à cette époque-là, et aussi à quel point ils étaient pas, comment dire, frileux de casser les codes complètement à cette époque-là pour réussir à rajouter des performances dans les processeurs. De nos jours, j'ai l'impression que ça n'avance plus beaucoup, mais je pense pas que ce soit une question de frilosité ou quoi que ce soit, je pense plutôt que c'est une question de manque de concurrence, parce que ce qui a poussé donc Intel à arriver aux processeurs en cartouche, c'était AMD dans un sens, parce qu'ils faisaient des processeurs meilleurs que les Pentium 1 de l'époque, et aussi ce qui les a poussés à sortir des processeurs en cartouche, ça l'a aussi été AMD, étant donné que ils avaient réussi à faire le K6-3 qui était en gros un K6-2 qui avait en gros le cache L2. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais le cache L2 à une époque c'était comme une barrette de RAM. Il y avait une barrette de RAM différente des autres, qui utilisait un slot différent des autres, qui était une barrette de cache L2 entre guillemets, qui se mettait donc entre le processeur et la RAM, et c'était donc une sorte de petite cartouche bizarre qui se rajoutait en plus. Et donc AMD avait le K6-2 donc qui utilisait cette espèce de RAM supplémentaire, et ensuite il y a eu le K6-3 où ils ont rajouté donc le cache L2 dans le processeur. Et en plus de ça, vu que ça utilisait les mêmes cartes mères que le K6-2, eh bien le cache L2 qui était sur la carte mère devenait un cache L3. C'est la première fois qu'il y a eu ce principe de cache L3 qui est apparu dans l'histoire des ordinateurs. Et donc, même si c'était le même processeur que le cache L2, avec à peu près la même fréquence que le K6-2, eh bien ça le rendait meilleur grâce à ça. Et donc du coup, c'était une sorte de difficulté supplémentaire pour Intel, parce que eux ils voulaient sortir leur Pentium 3 en cartouche. Je pense bien qu'ils auraient jamais osé sortir un processeur en cartouche si AMD avait fait en sorte que le K6-2 soit directement comme ça, et que ça aurait, ça serait avancé un peu plus vite. Donc ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière, et ça a fait avancer un petit peu tout ça plus vite. Exactement comme quand AMD a sorti le contrôleur mémoire intégré dans le processeur, et Intel a été obligé quelques générations plus tard de faire pareil pour rester dans la compétition. Excusez-moi, je m'étouffe. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, et puis c'est pareil, dans le même sens, Intel aussi a poussé des fois à l'innovation pour AMD, hein, bien entendu. Sauf que AMD a inventé des technologies supplémentaires intelligentes, etc. pour faire ce genre de truc. Mais comme vous le voyez, AMD a été obligé de faire le suiveur aussi pour certains processeurs, notamment pour le premier Athlon, étant donné que ça coûtait trop cher dans l'Athlon, qui était déjà un processeur assez volumineux, assez complexe à fabriquer, etc. C'était un processeur vraiment cher à son époque. Eh bien, ils ont été obligés d'utiliser la même stratégie que le Pentium 3, à l'époque où le Pentium 3 en sortait, en fait. Il faut savoir que le K6-3 et le Athlon première génération, celui-là, eh bien, sont des contemporains du Pentium, des premiers Pentium 3. Ces trois processeurs-là datent de la même époque, et comme vous le voyez, le seul qui était pas en cartouche, c'était le K6-3, donc. Et donc vous voyez que AMD aussi a décidé de se mettre là-dedans pour ensuite rétro-pédaler lui aussi très rapidement. C'était vraiment juste une passe, quoi, le principe des processeurs en cartouche. C'était vraiment juste, comment dire, une sorte d'intermédiaire entre le pas de cache L2 et le cache L2 intégré dans le processeur, parce que c'était difficile de faire de faire la transition de manière, comme on dirait en anglais, cost effective. C'est-à-dire, en gros, de manière à ce que le coût reste maîtrisé, quoi, en gros. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter, et je vais vous dire salut à tous, et à la prochaine. Si vous vous demandez de quand ça date, 99.